Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Robotics. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les instructions de base. Donc, c'est les instructions qu'il faut connaître lorsqu'on veut programmer en langage rapide. Alors, on se retrouve sur Robo Studio. Donc, j'ai créé un module pour expliquer toutes les instructions de base dans le langage rapide. Donc, on va commencer par le type de déclaration des variables. Donc, il y a trois types: const, perse ou var. Donc const, c'est pour des constantes. Donc comment elles se déclarent? Donc on déclare const, le type, le nom de la variable, et il faut absolument mettre deux points égales sa valeur. Donc cette valeur est la valeur de notre constante, et elle ne peut pas être modifiée dans le code rapide. Si on souhaite modifier la valeur de notre constante, il faut la modifier au niveau de sa déclaration. Donc c'est-à-dire que cette variable va rester en lecture seule. Ensuite, on a perse. Donc perse, c'est pour des variables persistantes. Les variables persistantes, c'est des variables qui ne sont pas réinitialisées lors du redémarrage robot. Donc par exemple, pour un outil, si on lui affecte des valeurs, au redémarrage du robot, ces valeurs seront restituées. A contrario, si on déclare une variable en type var, donc cette variable, on peut l'affecter comme on le souhaite dans le langage rapide. Cependant, au redémarrage du robot, cette variable sera réinitialisée. Lorsqu'on déclare des variables juste à la suite de la déclaration du module, on déclare ces variables de façon globale. Donc une variable globale est une variable qu'on peut utiliser donc dans n'importe quelle fonction, procédure de n'importe quel module de la tâche où la variable a été déclarée. Si on souhaite que les variables qu'on déclare ne soient pas utilisées dans d'autres modules, il faut pour cela rajouter local devant la déclaration de la variable. Donc par exemple, f valeur mesurée, je peux l'affecter dans un autre module, il ne me dit rien. Par contre, si je prends la variable locale équivalente, donc que j'ai définie comme f valeur mesurée locale, donc il la surligne tout de suite en rouge pour dire qu'il ne la connaît pas, parce qu'elle n'est pas déclarée dans ce module, mais uniquement dans le module m instruction de base. Alors dernier point sur où on peut déclarer les différents types. Donc lorsqu'on ajoute local devant une déclaration ou qu'on met une variable en persistant, il faut absolument que ces variables soient déclarées en tête de module, c'est-à-dire juste après sa déclaration. Donc local et perse, on ne peut pas les utiliser dans des procédures, dans des fonctions ou dans des interruptions. Donc à contrario, les types const et var peuvent être utilisés partout. Alors ensuite, donc dans les déclarations de base, on va voir comment déclarer les types de variables de base. Donc les types de variables qu'on a déjà vus, donc des booléens, donc un booléen qui se déclare de la façon bool, donc qui peut soit avoir la valeur false, soit avoir la valeur true. Ensuite, des numériques, on déclare une variable de type numérique, donc qui peut être soit un entier, donc un nombre sans virgule, soit un réel, donc c'est un nombre avec une virgule. Dans le langage rapide, les virgules s'écrivent avec un point. À savoir que on peut également créer des dénums. Donc c'est juste que le nombre de booléens sur lesquels le chiffre est encodé est supérieur, donc ce qui permet d'avoir des chiffres beaucoup plus grands. Donc au lieu d'être encodé sur 16 bits, on est encodé sur 32 bits. Si on regarde la doc, donc un numérique peut aller de moins 8 388 607 à 8 388 608. Si on regarde pour un dénum, c'est beaucoup plus grand. Si vous avez besoin d'avoir un nombre grand, privilégier la déclaration en denum plutôt que en num. Donc à savoir que ensuite l'affectation de ces différentes variables, donc c'est avec un deux points égal et soit vrai faux pour un booléen, soit la valeur numérique pour un num. Et on peut également, si on souhaite, affecter un réel directement. Donc un réel, c'est un nombre à virgule. Et à savoir qu'on peut également affecter les denums et les nums sous forme d'encodage, donc soit hexadécimal, soit binaire, soit octal, comme on le voit dans la doc. Donc je ne l'ai pas écrit, on a hexadécimal ici, binaire ici et octal là. Si vous ne savez pas comment encoder un nombre en binaire, donc je ferai une vidéo plus tard sur ce sujet. Mais tout simplement, on peut récupérer la calculatrice de Windows, on la met en mode programmeur, et par exemple, pour le mode hexadécimal, on se met ici en mode hex, et là, on met des F partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, on a l'encodage en hexadécimal, l'encodage en décimal, donc c'est la base 10, c'est ce qu'on a habituellement. L'encodage de façon octale, donc en base 8, et l'encodage en binaire, qu'on retrouve ici. Donc ici, on voit que notre nombre, il est codé sur 32 bits. Donc chaque 1 correspond à une puissance de 2. Donc ici, c'est 2 puissance 0. Donc 2 puissance 0, ça fait 1. Ensuite, ici, 2 puissance 1.
donc ça fait 2, donc ça fait 2 plus 1, 3, c'est ce qu'on retrouve ici. Ensuite 2 puissance 2, donc ça fait 4, donc ça fait 4 plus 2 plus 1, ce qui nous donne 7, etc., etc. Ensuite, on rajoute 2 puissance 3 qui donne 8, donc 2 puissance 4 qui donne 16, 2 puissance 5 qui donne 32, etc., etc. Donc en faisant des sommes de puissance de 2, on arrive à déterminer tous les nombres existants. Donc ensuite, on a des types de données qu'on a déjà vus dans des précédentes vidéos. On a RAMTarget donc, qui définit les coordonnées d'un point cartésien, JOHN_TARGET qui définit les coordonnées d'un point articulaire, et POSE qui définit juste les coordonnées de translation et de rotation d'une coordonnée cartésienne. Ensuite, on a string, donc pour les chaînes de caractères, donc elles permettent d'écrire du texte et de jouer avec ce texte. Donc on verra les fonctions qu'on peut utiliser pour splitter, pour modifier le texte, etc., etc. On a une variable clock, donc qui permet de faire des calculs de temps, notamment. Donc même chose, on verra les fonctions qui permettent de jouer avec les clocks. Alors on va voir rapidement les affectations. Donc comme on a vu, pour affecter n'importe quelle variable, on peut utiliser le 2.égal et ensuite une valeur. Pour les booléens false ou true. Pour un numérique, on met directement la valeur. Pour un numérique, on peut également utiliser les fonctions add. On met notre numérique et ensuite la valeur qu'on souhaite ajouter, donc ça peut être également une variable. Cette fonction, elle fait en réalité nombre de pièces, 2 points égal, nombre de pièces plus 3. Donc elle ajoute à notre variable le nombre 3. On a ensuite la fonction incr qui permet d'incrémenter, donc de plus 1 la variable. Donc elle réalise l'opération nombre de pièces égale nombre de pièces plus 1, décr pour décrémenter, donc moins 1, et ensuite clear pour réinitialiser la variable. Donc c'est comme si on mettait nb pièces égale 0. Ensuite, pour ce qui est des affectations et lecture des entrées-sorties. Par exemple, on veut affecter notre entrée à un booléen. Il faut, dans ce cas-là, soit utiliser la fonction d'input et la comparer à un état. Donc soit l'état 1, soit l'état 0. Donc ça, c'était l'ancienne version. Maintenant, dans les nouvelles versions, on peut directement mettre la variable égale sa valeur. Donc soit 0, soit 1. Donc pour les groupes input, donc même chose. On met notre groupe d'input, donc c'est une valeur d'entrée qui est désignée comme un signal GI, donc un signal de groupement d'entrée. On peut affecter un numérique, donc en utilisant la fonction GInput, donc ça c'est l'ancienne version, ou on peut directement maintenant l'affecter à notre numérique. Donc notre groupe d'input, 2 points égal, la valeur. Il nous reste ensuite à voir comment affecter des sorties. Donc on peut utiliser les fonctions setDo pour assigner un signal de sortie et ensuite on place à côté son état. Donc là on va assigner à l'état 1 la variable PDO ouvrir pince. On peut également l'assigner à 0 et on peut rajouter des paramètres optionnels. Donc ici on rajoute un délai d'1 seconde. Donc c'est à dire que une fois que l'instruction aura été passée, une seconde après, le signal PDO ouvrir pince va être réinitialisé et pas avant. On peut également utiliser les fonctions set et reset. Donc set, ça revient à faire un DO PDO ouvrir pince à 1 et reset, ça revient à faire un PDO ouvrir pince à 0 mais sans délai. Ensuite, invert DO, donc c'est pour inverser l'état de notre variable. Si elle est à 1, elle passe à 0. Si elle était à 0, elle passe à 1. Pulse, donc ça permet de faire une impulsion d'un signal. Donc là, on va créer une impulsion de notre signal PDO ouvrir pince pendant 150 millisecondes. Et ensuite, on a des fonctions pour affecter des sorties analogiques. Donc on ne peut pas faire PAO analog value 2 points égal 14.3, ça ne marche pas, il faut utiliser la fonction setAO. Même chose pour les groupements d'output, il faut utiliser la fonction setGeo pour affecter une valeur à un groupement. Donc voilà pour les instructions de base des affectations. Alors les instructions de base suivantes, donc c'est les conditions. Donc on se retrouve avec l'instruction if. Donc c'est une instruction qu'on retrouve dans beaucoup de langages de programmation. C'est l'instruction si. Donc si cette condition est vraie, alors then on va exécuter cette instruction. Sinon, donc si la condition n'est pas vraie, on n'exécute pas le code et on passe au test suivant. Donc ici, si cette condition est vraie, dans ce cas-là, on exécute ce code. Et si aucune des conditions au-dessus est vraie, on a le else, donc sinon, on l'affecte à 0. Donc on va exécuter ce code. Donc le if
se construit de cette façon. On peut avoir uniquement un if et un end-if, donc on peut avoir de else if et else. On peut avoir juste un if et un else. On peut avoir 15 else if si on souhaite, tester plein de conditions possibles. Et si jamais on n'a aucune de celles-ci, on va dans le else. Donc c'est de cette façon qu'on le construit. Donc ça permet de sélectionner différents choix en fonction de conditions booléennes. Et donc les conditions booléennes, donc on peut tester des booléens, des valeurs de variables d'entrée. Donc là on teste est-ce que la présence pièce est égale à 1. Ici est-ce que la présence pièce est égale à 0. On peut tester est-ce qu'un entier par exemple est supérieur à 5. Un nombre de pièces est supérieur à 10. On a différentes conditions. Comment on raccroche différentes conditions booléennes? Alors on peut écrire des équations booléennes grâce aux opérateurs AND, OR et XOR. Donc le OR, c'est-à-dire que l'équation va être vraie si cette information est vraie ou si celle-ci est vraie. Donc là on a mis présence pièce à 1 et présence pièce à 0. Donc c'est les deux états possibles de la variable, donc c'est soit l'un soit l'autre. Donc cette équation est tout le temps vraie. L'information suivante, donc c'est la même chose mais on le remplace par un n. Donc un n c'est pour que l'équation soit vraie. Donc il faut que l'équation de gauche et l'équation de droite soient vraies. Le présence pièce à 1 et la présence pièce à 0, donc ça n'arrivera jamais d'avoir cette information dans les deux états en même temps, donc cette information restera tout le temps à faux. Là c'est à titre d'exemple bien sûr, en réalité il ne faut jamais coder ça. On a ensuite un XOR. Donc qu'est-ce qu'un XOR? Un XOR c'est un OU exclusif. Donc c'est comme un OU, donc un OU c'est soit l'un soit l'autre. Par contre un OU exclusif, donc il faut que ce soit l'un, mais surtout pas les deux en même temps. Donc il faut qu'il y ait uniquement une des deux informations qui soit vraie et l'autre reste à faux. Donc il faut que une des variables soit vraie, mais de façon exclusive et qu'aucune autre information soit également vraie. Après, il existe également l'opérateur NOT, donc qui permet d'inverser un booléen. Donc en écrivant cette équation, l'information BOK va changer d'état. Donc si elle était à vrai, avec le NOT, elle passe à faux. Et si elle était à faux, avec le NOT, elle passe à vrai. Donc ça, c'est pour les conditions if et les équations booléennes. Ensuite, on a ce qu'on peut appeler test. Donc c'est ce qu'on a vu dans la gestion d'erreurs. Donc on va tester une variable et ensuite dans les cases, on va définir ce qu'on veut exécuter comme programme lorsque la variable a une valeur précise. Donc par exemple ici on teste la valeur d'un code cycle. Si ce code cycle a la valeur 1, dans ce cas-là on lance le programme t_pièce. S'il a la valeur 2, alors on exécute la procédure T dépose pièce. Ensuite, on peut rajouter un défaut. Donc c'est-à-dire que si la valeur de encode cycle n'a aucune valeur des cases qu'on a définies, alors il va tomber automatiquement dans le cas défaut, parce que c'est un cas qui n'a pas été défini. Et donc on peut traiter ce cas-là. Donc si jamais notre code cycle est différent de 1 et 2, alors il va aller dans défaut et on va gérer ce défaut grâce à notre procédure erreur de code cycle. On peut également rajouter donc sur un case différents cas. Donc on peut dire que dans le cas où le code cycle est égal à 1, 3, 4, 9, 12, etc., etc. Donc on peut cumuler différentes valeurs, mais il faut les séparer par des virgules. Donc autre chose ici, donc on peut également rajouter des équations booléennes avec des numériques. Donc si notre numérique est supérieur à 4, donc ça devient une condition booléenne. Alors donc on a différents cas, on peut être supérieur, inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal, ou égal. Pour tester un code cycle, on a différents choix possibles. Alors petit rajout au montage, il existe aussi donc différent qui s'écrit comme ceci. Donc si le code cycle est différent de 4, le B-info OK est vrai. Donc toutes ces équations sont des équations booléennes. Cette information, est-ce que notre code cycle est supérieur à 4, oui ou non, donc c'est vrai ou faux. Et en fonction de cette équation, notre B-info va changer d'état. Alors instructions suivantes qui sont beaucoup utilisées, donc les instructions pour faire des boucles. Donc il existe l'instruction for et l'instruction while, uniquement celle-ci. Il n'y a pas de do until dans le code rapide. Alors par exemple ici, donc on a créé un numérique qui s'appelle indice x et un numérique qui s'appelle indice y. Donc for, donc c'est-à-dire que pour notre indice allant donc from 1, donc allant de 1 à 15 par step, donc par incrément de 1, faire. Notre variable n indice x, elle va commencer à 1, à 15, ça s'arrêtera par step de 1. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le robot il va exécuter 15 fois le code qu'il y a entre le début de for et le end for. Donc il va exécuter une première fois,
pendant cette première exécution, la valeur n indice x elle aura la valeur 1. Ensuite, il va exécuter une seconde fois, mais cette fois-ci, la valeur n indice x elle aura la valeur 2. Et il va faire ça 15 fois. Donc il va exécuter 15 fois le code qu'il y a entre le for et le n for. Et à chaque itération, la valeur n indice x va s'incrémenter de 1. Si on a émis par step de 5, donc dans ce cas-là, on aurait réalisé que 3 boucles avec un indice x qui aurait commencé à 1, puis il aurait été à 1 plus 5, donc 6, puis une autre fois encore 6 plus 5, 11, et la dernière fois, on serait à 11 plus 5, 16. Comme c'est supérieur à 15, il se serait arrêté là. Donc voilà comment fonctionne une boucle for. Ensuite, on a notre indice y, donc qui va commencer à 15, qui va aller à 1 par step de moins 1. Donc il va faire 15, 14, 13 jusqu'à 1. Donc là, même chose, on a une autre boucle for. Donc le code qui est positionné entre notre for et notre n for, il va être exécuté 15 fois. Et à chaque itération, la valeur de n indice y va évoluer de 1 en 1, mais cette fois-ci par step de moins 1. Donc au final, si on fait le calcul, notre robot, il va exécuter 15 fois ce code fois 15 fois ce code. Donc comme on a deux boucles imbriquées, il va réaliser 15 fois le code sur la première boucle et à chaque itération, il va refaire 15 fois le code Y. Donc ce qui fait quand même 225 itérations. Donc il faut faire attention lorsqu'on utilise des boucles for. Si par exemple on met de 1 à 150 000 et de 1 à 150 000, ça fait 150 000 fois 150 000, ça fait un nombre d'itérations monstrueux. Et si dans notre double imbrication de boucles for, on n'a par exemple pas de mouvement, mais on n'a que du calcul, entre par exemple deux trajectoires, le robot, il peut, entre deux points, s'arrêter totalement pour réaliser le calcul pendant un temps donné. Si on a pris des boucles for avec des nombres énormes, faire attention lors d'utilisation de boucles for si on ne veut pas pénaliser les déplacements du robot. Alors on va faire un petit exercice pour comprendre la puissance des boucles for. Donc on a un convoyeur qui emmène des pièces tout le temps au niveau de ce point-là. Donc on va définir un point de prise des pièces ici. Et ensuite on a un tableau donc de 15 lignes, 15 colonnes et on doit positionner nos pièces qui arrivent dans le tableau. Et donc on doit remplir totalement le tableau. On va dire que c'est un support pour pièce. Ensuite on enlève ce support et on en remet un vide et on enchaîne comme ça avec le robot. Donc quels paramètres a besoin le robot pour réaliser cette tâche? Donc il va avoir besoin de connaître le point de prise, ici en vert, le point de dépose du premier emplacement. Il va également avoir besoin de connaître une base. Donc là on va définir une base donc avec l'orientation de l'axe X donc parallèle aux lignes du tableau et l'axe Y parallèle aux colonnes du tableau. Et on va également avoir besoin de connaître l'entraxe X et l'entraxe Y entre les cases. Une fois qu'on a ces paramètres, on va voir sur RobotStudio comment réaliser ce type de programme. Donc si on veut parcourir totalement le tableau, donc il nous faut bien deux boucles imbriquées. Donc cette fois-ci, on va enlever le step -1, on va le mettre le step à 1. Donc on va avoir le début de la trajectoire, donc ça va être pour prendre notre pièce, et ensuite une autre trajectoire pour la déposer. Donc j'ai un point de prise, un point de dépose qui va être calculé, parce que le point de dépose, il va bouger pour parcourir tout le tableau, et le point de prise, on a vu que c'est sur le convoyeur, il est tout le temps le même. Donc en amont, j'ai utilisé un Movell où j'ai réalisé un offset de 100 mm en Z, donc comme point d'approche, et j'ai le même point en dégagement. Alors, donc les points qu'on doit apprendre, on a vu que c'était le point de prise, donc c'est le point où on récupère la pièce sur le convoyeur. Donc on peut l'apprendre physiquement avec le robot, ou si on connaît les coordonnées théoriques et qu'elles suffisent, on peut les renseigner manuellement à la main dans le code rapide. Et ensuite, on a notre point de dépose. Donc le point de dépose, c'est le point où on dépose dans la colonne 1 et la ligne numéro 1. Donc c'est la première position de dépose dans le tableau. Donc c'est la position à apprendre physiquement avec le robot. Alors, maintenant on a nos indices, donc NX qui correspond
aux colonnes, NY qui correspond aux lignes, donc ils vont de 1 à 15. Donc pour venir déposer la pièce au premier endroit, il faut que notre premier indice soit égal à 0. Donc c'est pour ça que j'ai mis moins 1. Parce que le premier emplacement, il n'a pas d'anthrax par rapport au point qu'on a appris. Donc le décalage pour l'indice 1, il est égal à 1 moins 1, donc 0. Donc ça va être 0 fois quelque chose, donc ça va donner 0. Même chose pour Y. Donc le décalage, on va faire un offset, 2 points du premier emplacement, de 0, 0, 0. Donc on va aller au point qu'on a appris. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller prendre la pièce au point de prise, il va se dégager, puis il va aller au point calculé, donc qu'on a calculé ici, donc qui correspond dans le premier cas à notre RT point de dépose, comme les offsets sont nuls. Et voilà, ensuite il va retourner au point de prise, donc là c'est tout le temps le même, il n'est pas calculé. Et ensuite, donc on va arriver dans cette boucle-ci, donc cette fois-ci le N indice Y, il n'aura plus la valeur 1, ah merde j'ai oublié de modifier ici, de 1 à 15. Donc le point Y, il n'aura plus la valeur 1, mais il aura la valeur 2. Et donc celui-là, le X sera toujours égal à 1, donc ça sera égal à 0. Et par contre ici on aura 2 moins 1, donc 1. Donc on va réaliser un décalage de N distance Y de notre point du premier emplacement. Donc on va les déposer à la deuxième ligne, première colonne. Et on va faire ça au fur et à mesure. Donc après le indice Y, il va passer à 3, 4 jusqu'à 15. Donc là on aura fait toute la première colonne. Ensuite notre N indice 2, donc comme ici on aura fait nos 15 boucles, donc on va sortir de la boucle for, on va retourner dans la première, et cette fois-ci on va remonter, donc cette fois-ci c'est l'indice N indice X, qui n'aura plus la valeur 1, mais qui aura la valeur 2. Donc on va réexécuter le code qui est à l'intérieur de notre boucle for, donc c'est ce code-ci, et donc on va repartir avec l'indice NYK1, et on va reboucler donc la deuxième colonne, etc., etc. Et donc avec ce code, le robot il va remplir automatiquement notre tableau. Donc au final, pour remplir 15 x 15, donc 225 emplacements, il nous suffit de 15 lignes de code. Donc ça montre la puissance des boucles for. Alors on va maintenant parler des boucles while. While ça veut dire tant que. Donc c'est tant que cette condition est vraie, faire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que on va boucler à l'infini tant que la condition ici est vraie. Donc par exemple ici, on a mis tant que la présence pièce est égale à 0, donc on n'a pas de présence pièce, dans ce cas-là, on renvoie l'information PDO robot en attente à 1. Donc tant que la présence pièce n'est pas présente, on active notre sortie. Donc on peut boucler à l'infini comme ceci, et si jamais ensuite la présence pièce passe à 1, donc cette condition-là elle ne sera plus vérifiée, donc il ne sera plus égal à 0 mais égal à 1, donc dans ce cas-là on va sortir de la boucle et on va passer à la ligne suivante. Donc la ligne après le end while. Donc ça c'est un exemple d'utilisation. Donc j'ai fait un second exemple ici. Donc on initialise un compteur à 0. Donc c'est toujours important d'initialiser les compteurs avant d'utiliser des boucles while. Et donc j'ai mis comme condition, donc tant que mon compteur est inférieur ou égal à 5, qu'est-ce que je fais? Donc je prends une pièce et ensuite je la dépose là où il faut. Donc j'appelle deux procédures que j'ai créées autre part dans mon code. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? J'incrémente mon compteur. Donc c'est-à-dire je dis compteur égale compteur plus 1. Donc comment ça va se passer? Donc mon compteur est initialisé à 0. On arrive ici, est-ce que mon compteur qui vaut 0 est plus petit que 5? Oui. Donc j'exécute ce code, dépose, j'incrémente mon compteur. Donc il passe à 1, on continue. Donc mon compteur qui est égal à 1, est-ce qu'il est plus petit que 5? Oui, donc je continue. Je l'incrémente, il passe à 2, etc., etc. À un moment donné, il va arriver à 6. Donc là, il sera plus grand que 5. Donc cette condition ne sera plus réalisée. Et donc on va sortir de notre while et on va sortir ici. Donc les pièges à éviter pour les boucles while, c'est de renseigner une condition qui est toujours vérifiée. Par exemple, ici, si je initialise mon compteur, mais que dans ma boucle while, je ne l'incrémente pas, imaginons que je commande cette ligne, mon compteur, il n'est jamais incrémenté, il reste tout le temps à la valeur 0, donc je vais boucler ici à l'infini. Donc c'est des pièges des boucles while. Donc voilà les deux types de boucles disponibles dans le langage rapide. Alors les instructions de base intéressantes,
Donc ça va être par exemple connaître sa position actuelle. Donc si on veut récupérer les coordonnées actuelles du robot au moment où l'instruction est lue, on peut utiliser, si on souhaite avoir les coordonnées cartésiennes, la fonction CROBT, et si on souhaite avoir les positions angulaires, on peut utiliser la fonction CJoinT. À savoir que pour la fonction CROBT, on peut préciser l'outil et le WebData, donc c'est-à-dire la base et l'outil dans lesquels on veut récupérer les coordonnées du robot. Donc il suffit de faire un petit slash tool, et mettre par exemple tool 0, un petit slash wob 0. Ou renseigner à la place de tool 0 et wob 0 l'outil et la base souhaitée. Alors petit piège sur l'utilisation des fonctions CROBT et CJoinT, donc faire attention à l'avance au calcul. Donc là j'ai créé un programme où on va à un point de prise puis à un point de dépose, et ensuite j'utilise la fonction CROBT donc avec les mêmes outils et la même base que le point précédent, et ensuite donc je fais un offset du point actuel de 100 mm en Z par rapport à la base, et je fais un move-L. Donc le piège c'est, comme j'ai utilisé la fonction CROBT ici, avec l'avance au calcul, donc l'avance au calcul c'est un phénomène que les robots ont, donc pour anticiper les déplacements suivants, donc il va lire les 2-3 premières lignes suivantes pour être capable de calculer les coordonnées de chacun de ces axes en avance. Et donc si vous avez du code, donc par exemple ici la lecture de la position actuelle, et ben il peut lire cette ligne de code avant d'être arrivé au point. Donc le point qui va être lu, ça va être un point qui peut être assez éloigné du RT point de dépose. Donc bien faire attention lors de l'utilisation. On peut par exemple utiliser la fonction wethrob inPose pour éviter ce phénomène. Alors les instructions de base suivantes, donc ça va être les fonctions mathématiques que l'on retrouve dans beaucoup de langages de programmation informatique. La fonction valeur absolue, fonction acos, assin, sinus, cosinus, tangente, atan, atan2, pow, donc c'est pour la puissance, donc là la fonction permet de renvoyer 2 puissance 3, rand donc c'est pour renvoyer un nombre aléatoire, donc ça peut être utile de temps en temps, et la fonction sqrt, donc square of roots, donc qui est la fonction racine carrée. Donc si jamais vous avez besoin de fonctions mathématiques, sachez que les fonctions mathématiques usuelles existent dans le langage rapide. Alors, instruction de base suivante, donc ça va être les instructions qui permettent de réaliser du calcul à l'aide de RobTarget. Donc on a une première fonction qui s'appelle distance qui permet de calculer la distance entre deux RobTarget ou deux points. Donc les paramètres d'entrée de la fonction, donc c'est des pos POS. Donc une pos POS, c'est juste les coordonnées x, y, z d'un RobTarget. Donc pour les récupérer, on prend notre RobTarget.trans, donc le point trans, on voit bien que c'est un type pose. Donc il faut le point trans de notre premier point, donc ici on a pris notre point de prise, on prend le point trans de nos points de dépose, et la fonction distance nous renvoie la distance entre ces deux points dans le fresult, qui doit être de type numérique. Alors ensuite on peut également inverser des poses, donc POSE, contrairement à le point trans qui est un POS. Donc qu'est-ce qu'un pose? Donc c'est POSE, donc c'est une variable qui a comme paramètre un point trans et un point rot. Donc on a une translation et une rotation en quaternion. Donc il suffit d'affecter notre RobTarget.trans au pose.trans, puis notre RobTarget.rot à notre pose.rot, et ainsi on peut travailler avec une pose qui a uniquement les paramètres trans et rot et qui n'a pas les autres composantes d'un RobTarget, donc par exemple la configuration du robot ou la valeur des axes externes. Ensuite, si on veut avoir l'inverse des coordonnées de notre point, donc il suffit d'utiliser la fonction pose inverse de la pose qu'on a créée à partir de notre RobTarget. Et ainsi, on récupère une pose result qui est l'inverse de notre point de prise. Alors, on peut également multiplier des poses entre elles. Donc, pour cela, on utilise la fonction poseMultiply, donc avec en entrée deux poses. Donc la première qui est multipliée par la seconde, et en sortie, le résultat de la multiplication des deux poses. Bien faire attention sur une pose multiply, parce que si on multiplie A par B ou B par A, on n'obtient pas le même résultat. Donc bien faire attention. Donc ici, pour simplifier, j'ai recréé une pose à l'aide des informations de mon RobTarget, et je vais multiplier ma pose par elle-même ici, et je récupère le résultat dans poseResult. Donc si on souhaite multiplier deux points différents, donc il faut créer deux poses, les affecter de cette façon, et ensuite on peut les multiplier grâce à la fonction. Donc voilà pour les instructions de base sur le calcul de RobTarget. Alors, instruction de base suivante, donc ça va être la gestion de la mesure du temps.
Donc on a vu la déclaration d'un clock, donc une variable de type clock. Et on peut utiliser donc soit la fonction clock reset donc pour la réinitialiser, soit la fonction clock start donc pour lancer le timer, clock stop pour l'arrêter. Et après, si on souhaite lire la valeur de notre clock, il suffit d'utiliser la fonction clock read. Et donc il faut l'affecter dans une variable de type num. Et donc la fonction clock read renvoie le temps en secondes de notre clock dans un numérique, tout simplement. Alors les instructions de base suivantes, donc ça va être les instructions qui permettent au robot d'attendre. Donc par exemple, des fois, donc il se peut qu'on veuille attendre un signal de capteur, donc bloquer l'exécution du programme tant que l'information de ce capteur n'est pas active. Par exemple pour une présence pièce, donc l'instruction c'est waitDI, le nom de la variable d'entrée et son état, donc 0 ou 1. On peut également faire la même chose avec une sortie. On veut que cette sortie soit à 1. L'inconvénient de ces deux fonctions, c'est qu'on peut uniquement attendre une seule information. On peut, si on souhaite attendre deux informations en même temps, ou attendre l'une et l'autre, donc on peut utiliser la fonction waitUntil. Donc waitUntil permet de renvoyer une instruction booléenne, donc avec tous les cas possibles, des OR, des XOR, des AND. Donc là on va attendre que la présence pièce soit à 0 et que les informations soient OK. Si on veut attendre un temps défini, on peut utiliser la fonction waitTime, donc avec une valeur en secondes. Ensuite, on a des fonctions qui permettent d'attendre un état du robot. Donc ça peut être, on attend que le robot soit en position. Donc c'est-à-dire que si on a des instructions de mouvement avant de continuer l'exécution du programme, on va attendre que le robot soit arrivé au dernier point. Ou on peut également attendre que le robot soit à la vitesse nulle avant de continuer le programme. Donc pour ça, on peut utiliser les fonctions waitRob avec en option inPause ou 0 speed. Donc voilà pour les attentes. Donc les instructions de base suivantes sont les commandes qui permettent d'arrêter l'exécution du programme. Donc on peut utiliser l'instruction stop donc pour arrêter l'exécution du programme. Si on veut reprendre donc son exécution, il suffit de faire un play sur le flex pendant ou de relancer un start via une entrée système. Exit, donc ça quitte le programme en cours, donc il faut refaire un pp vers main pour reprendre, donc soit depuis le flex pendant, soit depuis l'automate, via une entrée système. Et return, ça permet de quitter la routine en cours et ça enchaîne sur l'instruction suivante de la routine appelante. Alors petit exemple pour le return, donc j'ai créé une routine appelante qui appelle la routine qui est appelée routine calcul. Qu'est-ce qu'on a dans cette routine calcul? On déclare un numérique, on l'initialise à 0, on fait une boucle while true, donc c'est une boucle infinie, impossible de sortir de cette boucle. Et si on veut continuer notre programme, donc on va utiliser le return. Donc dans la boucle while, qu'est-ce qu'on fait? On incrémente de 1 notre fresult et si notre fresult est supérieur à 10, dans ce cas-là, on return. On return, c'est-à-dire qu'on va quitter la routine calcul et donc on va enchaîner avec la ligne suivante de la routine appelante. Voilà, tout simplement. Alors, à savoir qu'il existe aussi l'instruction goTo. Donc goTo, ça permet d'aller à une ligne définie par un flag. Donc le flag, c'est ce qu'on écrit ici. Donc là, le flag que j'ai créé, il s'appelle fin programme. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quand on lance cette instruction? Le pointeur de programme saute au niveau du flag. Donc le flag, ici, je l'ai défini sur la ligne 155, donc comment on déclare un flag? Donc il faut juste remettre le même nom que l'instruction de goTo et on ajoute 2 points. Donc là je viens de créer le flag fin de programme et donc qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'avoir un return, je peux faire un goTo et donc le pointeur programme va automatiquement sauter au niveau du flag et ensuite il va continuer l'exécution normalement. Donc là on arrive sur la dernière ligne de la procédure routine calcul, donc il va sortir de la routine et il va enchaîner le code ici. Pour cet exemple, c'est l'équivalent, mais le goTo peut permettre de sauter par exemple des bouts de programme qu'on ne souhaite pas réaliser. Alors, autre fonction importante dans le langage rapide, donc ça va être ce qu'on appelle les castes. Donc c'est les conversions d'un type vers un autre. Il arrive qu'on déclare des denums et au final dans les fonctions, on doit utiliser un num. Donc l'argument en entrée de la fonction est un num et pas un denum. Et donc la fonction se met en erreur lorsqu'on affecte notre denum à la fonction. Donc pour cela, on peut utiliser des conversions. Donc par exemple, on a la fonction denum to num. Cette fonction-là convertit un denum en numérique. Et ainsi, on peut l'utiliser plus facilement. Donc par exemple, si on affecte un denum à un num, donc il nous met mismatch de type. Donc
l'opération n'est pas réalisable. Donc pour que ça fonctionne, il faut utiliser la fonction de conversion denum to num. Ainsi, on n'a pas d'erreur de compilation. On peut le faire dans l'autre sens grâce à la fonction num to denum. Alors on peut aussi convertir n'importe quel type de valeur en string si on souhaite, donc pour l'afficher. Donc pour cela on peut utiliser la fonction val to string. Par exemple, si on utilise val to string avec un rob target, le résultat va être la valeur du rob target, donc exprimée comme ceci. Même chose, on peut utiliser la fonction num to string donc pour convertir un numérique en string afin de l'afficher sur le flex pendant. Donc on verra les fonctions qui permettent de l'afficher dans une autre vidéo. Et ici, donc on renseigne notre numérique et ensuite on a un autre paramètre qui est le nombre de décimales qu'on souhaite garder dans nos strings. Donc ici, j'ai 6 décimales et j'ai renseigné 4, donc il va tronquer les deux dernières. Même chose, on a également une autre fonction donc pour les denum, donc ce qui s'appelle denum to string avec les mêmes paramètres. Donc le denum qu'on souhaite convertir en string et le nombre de décimales qu'on souhaite garder. Donc voilà les fonctions qui permettent de caster, donc de convertir des types de variables en un autre type de variable. Alors on va maintenant voir les fonctions de base qui permettent de travailler avec les strings, donc les chaînes de caractères. Donc on a la première donc, qui est strlen, donc qui permet de récupérer la longueur d'une chaîne de caractères. Donc ici, elle va nous renvoyer la longueur de cette chaîne en valeur numérique. Ensuite, on a la fonction strmatch, donc qui permet de rechercher une séquence dans une chaîne de caractères. Donc on a une chaîne de caractères. On a un numérique, donc c'est le numéro de caractère à partir duquel on commence la recherche. Donc là 1, donc on commence au premier, si on mettait 10, on commencerait au 10e caractère, donc je sais pas où il est, mais quelque part par là. Et ensuite, la séquence qu'on cherche. Donc ici, j'ai mis le mot séquence. Donc qu'est-ce que va nous renvoyer cette fonction? Donc comme elle va trouver le mot séquence ici, elle va nous renvoyer la valeur du premier caractère du mot séquence. Là, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, elle va nous renvoyer 17. Ensuite, donc, strfind, elle permet de chercher un caractère. Donc, à la différence de strmatch, elle permet de chercher un caractère parmi une chaîne de caractères. Ici, dans cette chaîne de caractères, elle va nous renvoyer la position du premier caractère qui est égale à un des caractères présents ici. Donc ici, le premier caractère qui est présent dans cette chaîne ici, c'est 5. Donc on retrouve ici. Donc cette fonction va nous renvoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc elle nous renvoie l'emplacement dans la chaîne de caractères du premier élément trouvé de cette chaîne-ci. Donc on a la même chose, un numéro ici pour dire à partir de quel caractère on souhaite commencer la recherche. Donc là j'ai mis 1, donc on va commencer au premier caractère. Ensuite, donc strpart, donc ça permet de tronquer un string. Donc là, par exemple, on va chercher le nom d'une pièce dans cette chaîne de caractères. Donc on a, à partir d'ici, on a des infos inutiles. Donc on va lui dire, on veut récupérer juste cette partie-là. Donc cette partie-là, c'est à partir du premier caractère, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 premiers caractères. Donc là, le premier numéro nous donne donc le premier caractère de la chaîne à garder et ensuite la longueur de la chaîne de caractères. Donc ici, on va tronquer les 7 premiers et tout le reste, on ne va pas s'en servir. On a ensuite strmap, donc c'est pour convertir une chaîne de caractères en une autre. Donc ici, on va convertir cette chaîne de caractères de l'état strlower, donc en minuscule, on va la convertir en majuscule. Donc on peut mettre ce qu'on veut, donc aller sur l'aide pour voir si cette fonction vous intéresse, mais que va réaliser cette fonction? Elle va mettre toutes les minuscules en majuscules. Donc le résultat, ça va être pièce en majuscule 52, qui va être renvoyé dans notre S nom de pièce, tout simplement. Alors je vais rajouter une chose. Donc si on souhaite concaténer deux chaînes de caractères entre elles, il suffit de rajouter un plus entre les deux pour avoir la chaîne complète. Donc ici, le S nom de pièce va être la somme de cette chaîne de caractères et de celle-ci, tout simplement. Donc voici quelques fonctions qui sont utiles pour travailler avec les strings. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur les fonctions de base. Donc c'est une des vidéos les plus importantes, je pense, de la formation. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou à m'envoyer un email. A plus, ciao.